Alors, bonjour tout le monde et merci beaucoup d'être là. Ce matin, je devais déposer une pétition à la Chambre des communes. Malheureusement, ce sera demain ou la journée suivante, mais pour demander une commission d'enquête publique sur la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic et je suis accompagnée aujourd'hui de Robert Bellefleur, qui est à la tête de la coalition à Mégantic, ainsi que son collègue, M. Fluet, de Anne-Marie Saint-Cerny, qui a écrit tout un livre sur la tragédie de Mégantic, ainsi que Bruce Campbell, qui en a écrit un également, donc un travail de recherche approfondi. Et comme c'est une pétition qui est transpartisane, alors il y a M. Aubin du NPD et Mme May qui malheureusement ne sera pas présente. Alors, on était les trois partis impliqués dans cette pétition-là. Alors, tout de suite, je laisse la parole à M. Robert Bellefleur. Bonjour. La Coalition des citoyens, c'est la troisième occasion qu'elle vient ici à Ottawa. Ça fait 3 ans de suite qu'on vient demander une commission d'enquête publique indépendante sur la tragédie de Lac-Mégantic parce que nous, on considère qu'il y a des points importants, il y a des choses qui sont nécessaires dues au fait que actuellement, justice n'a pas été rendue envers les 47 familles des victimes, les 27 orphelins et plusieurs Méganticois qui ont été quand même impactés sévèrement au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau matériel. Donc, pour nous, on considère qu'il n'y a pas apparence de justice du fait qu'on a intenté qu'un seul procès au criminel et c'est contre 3 simples employés de la MMA. Et par la suite, le ministère de la Justice du Québec ont enlevé les accusations criminelles par rapport à la MMA. Donc, il n'y a eu aucune accusation criminelle portée envers les responsables. Par la suite, au niveau des gouvernements fédéraux, le gouvernement Harper a laissé traîner les accusations, alors que le gouvernement de M. Trudeau a négocié subtilement des ententes à l'amiable avec le Irving et la MMA, de sorte que ces compagnies-là s'en sortent actuellement avec de faibles amendes. Et ils ne se sont même pas présentés lors des procédures au pénal. Ils ont été représentés par leurs avocats et à ce moment-là, ils ont payé de légères amendes d'à peu près $1 million qui ont été rapidement remboursées par leur compagnie d'assurance. Donc, à ce moment-là, nous, on considère que ces compagnies-là s'en sont sorties indemnes et justice n'a pas été rendue envers les familles de Lac-Mégantic qui ont perdu des êtres chers. La deuxième raison fondamentale pourquoi on fait cette requête-là d'avoir une commission d'enquête publique indépendante, c'est que la sécurité ferroviaire ne s'est pas améliorée au Canada depuis 2013. Si vous lisez les statistiques du BST pour 2017 et 2018, on s'aperçoit qu'en 2017, il y a eu une augmentation de 21 % du nombre d'accidents ferroviaires au Canada, seulement en 2017. En 2018, c'est 7 % d'augmentation. Donc, si on cumule sur 2 ans, c'est 28 % d'augmentation des accidents ferroviaires. Actuellement, au niveau du BST, vous irez sur le site, vous allez voir, depuis le 1er janvier 2019, il y a 9 enquêtes sur des accidents ferroviaires impliquant des matières dangereuses. Une autre raison pour laquelle aussi on n'est pas seul, la coalition, à revendiquer cette commission d'enquête publique. La municipalité de Lac-Mégantic, le conseil de ville, sous la présidence de Colette Roy-Laroche, en mai 2015, a émis une résolution demandant une enquête publique. Il y a eu 2 pétitions au mois de juin 2015 d'un comité de citoyens parrainé par Jacques Gagnon qui ont fait une demande aussi d'enquête publique. Il y avait 683 signatures papier et 388 signatures sur Internet. Le 9 avril 2018, l'éditorialiste et directeur du Devoir, M. Brian Mize, écrivait sur la tragédie de Mégantic, « Une commission d'enquête s'impose. Il est de la responsabilité du gouvernement Trudeau de mettre cette culture du laisser-faire sous la loupe d'une commission d'enquête. » Alors, c'est pas n'importe qui, M. Mize. Il y a aussi, très, très important, le 11 avril 2018, 115 députés de l'Assemblée nationale, de façon unanime, ont requis cette commission d'enquête publique auprès du gouvernement fédéral. Donc, l'ensemble des députés québécois ont fait cette demande-là. Plus récemment, on a eu des livres, le livre de Anne-Marie Saint-Cerny et le livre de Bruce Campbell, qui ont fait quand même une enquête journalistique assez de fond sur cette tragédie-là. Et ils requièrent aussi une enquête publique indépendante. Et puis, pour terminer, je peux vous dire qu'il y a une seconde pétition qui va être déposée prochainement par Mme Monique Posé du Bloc québécois de plus de 3 700 signatures de Canadiens, Canadiennes qui demandent une commission d'enquête publique pour
éviter que cette tragédie-là ne se reproduise ailleurs au Canada. Donc, c'est pour ça qu'on est ici encore aujourd'hui, la Coalition des citoyens, pour promouvoir cette commission d'enquête publique. Merci. Alors, merci Robert. J'invite Anne-Marie Saint-Cerny à venir prendre la parole. Bonjour à tous. Alors, c'est une véritable honte. C'est parfaitement indigne d'un gouvernement et d'un ministre des Transports d'avoir mis le couvert de façon si hermétique sur une telle tragédie. 27 orphelins, 47 morts, et ce sont des citoyens comme Robert Bellefleur, comme moi et comme Bruce Campbell qui avons dû fouiller pour essayer de trouver un tant soit peu de vérité. Il y a plusieurs raisons à ça, mais la raison la plus fondamentale pour laquelle on met un tel couvercle, c'est que malheureusement, notre ministre des Transports et son gouvernement ont comme priorité absolue de défendre le secret et le bien-être des compagnies et des pétrolières, des ferroviaires et des pétrolières. Leur mission première de protéger le bien public et la population a été mise de côté. On ne veut tout simplement pas que rien ne sorte, rien ne soit connu, de façon à pouvoir poursuivre business as usual avec les dommages collatéraux comme à Mégantic. Est-ce que c'est fini? Pas du tout. En février dernier, 3 jeunes hommes sont morts en Colombie-Britannique dans des conditions presque similaires à celles de Mégantic. Pourquoi? Parce que notre ministre des Transports, qui est pourtant un ingénieur et un astronaute, qui sait très bien que tout ce qui est en haut redescend éventuellement, n'avait jamais exigé que l'on mette des freins à main sur les trains laissés arrêtés en haut des pentes. Donc, comme dernier cadeau avant la réélection, je demande à notre ministre des Transports de déclencher cette commission d'enquête et je pense que ça contribuera certainement à remettre un peu de crédibilité sur les dernières années de ce gouvernement et sur la classe politique en général. It's a complete shame that there was no public inquiry. It is only the demonstration that our government and our Minister of Transportation has only one kind of interest, is the protection of the train and the oil companies. Their core mission, which is to protect population and the public good, has been put aside in order to protect the shareholders' interest. If not, how do you explain that such a tragedy has been put aside and there is absolutely nothing else to get us to the truth than the work that some citizens like myself, Bruce Campbell, and Robert Bellefleur have to do to try to understand what happened in Mégantic and what will certainly happen again. Thank you. Alors, il y a M. Campbell aussi qui est ici et qui pourra répondre à vos questions. Alors, Mégantic, on le sait, c'est la plus grande tragédie ferroviaire au pays des dernières années. Le centre-ville détruit, des millions de dollars que ça prendra pour reconstruire, 47 victimes brûlées vives quand même, et ce, sans compter les centaines de victimes collatérales. Alors, ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité et Ottawa n'en fait définitivement pas suffisamment pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est pour cela qu'on est ici, encore une fois, pour demander une commission d'enquête publique, et c'est plus que nécessaire pour les Méganticois et comme pour tous les Canadiennes et Canadiens. C'est lié pour toute la population parce que les déraillements et les accidents sont beaucoup plus fréquents qu'on le pense et le transport des matières dangereuses est en constante augmentation. Le nombre, juste un exemple, là, le nombre de barils déplacés par voie ferrée, c'est passé de 30 000 en 2012 à plus de 200 000 barils par jour. Et pendant ce temps-là, les incidents ferroviaires signalés au Bureau de la sécurité des transports sont en hausse. Et en plus, fin octobre 2018, le Bureau de la sécurité des transports a enlevé de sa liste de surveillance le transport de matières dangereuses. Cherchons la vérité dans tout ça. Des syndiqués qui œuvrent dans le transport ferroviaire m'ont rapporté qu'il y aurait au moins un déraillement par jour, mais que ceux-ci ne sont pas tous rapportés. Comme exemple, il y en a eu un dans ma circonscription en avril 2019 et il n'est toujours pas sur le site du Bureau de la sécurité des transports. Alors, quelques exemples encore d'accidents et déraillements qui sont monnaie courante.
4 janvier 2019, c'est au Manitoba. 6 janvier à Calgary. Le 9 janvier dans le centre-ville de Winnipeg. Le 22 janvier à Saskatoon. Le 2 février, une collision en Ontario. 1600 gallons de carburant diesel déversés. Le 4 février, comme Mme Saint-Cerny l'a dit, 3 hommes à Vancouver qui décèdent. Le 16 février, un déversement de 1 million de litres de produits de pétrole au Manitoba. J'arrête ici. On pourra en nommer d'autres, mais vous conviendrez comme moi que le laxisme relativement à la sécurité ferroviaire, il est flagrant. Alors, une commission d'enquête sur la tragédie de Lac-Mégantic permettrait de faire la lumière non seulement sur ce drame qui a coûté la vie à 47 personnes, mais également sur tous les autres accidents qui pourraient être évités. Alors, je cède la parole à M. Robert Aubin du Nouveau Parti démocratique. Merci beaucoup, Mme Posé. Et effectivement, il y a des causes qui transcendent les partis et c'est avec plaisir que je suis là ce matin pour supporter et pour accompagner tous ceux qui demandent cette enquête depuis maintenant plusieurs années. Je vous citerai le ministre des Transports et sa phrase célèbre que vous avez certainement entendue aussi souvent que moi au cours des 4 dernières années. La sécurité est ma première priorité. Il y a déjà un problème avec première priorité. Ça veut dire qu'on en a plusieurs et que finalement, il n'y a plus personne qui a une première place. Ce que je n'avais pas compris, cependant, c'est qu'au moment où il me disait que la sécurité était sa première priorité, moi, tout naïvement, je croyais qu'on parlait de la sécurité des citoyens, la responsabilité même d'un gouvernement. Or, ce qu'on découvre de plus en plus, c'est que sa première priorité, c'est la sécurité du marché économique des grandes entreprises. Ça, c'est assez clair, à la fois dans le ferroviaire, mais aussi dans l'aviation, dans absolument tous les domaines de transport. Et c'est là que le bas blesse. Alors, il faut rappeler à M. Garneau que la première des priorités, et la seule priorité, c'est la sécurité des citoyens. Et quand on regarde le nombre de municipalités dont le tissu urbain est traversé par un chemin de fer, il y a lieu de s'inquiéter. Avec la croissance exponentielle du travail ou du transport ferroviaire, plutôt, on voit bien que la croissance du risque est immense. Et tant les conservateurs que les libéraux ont une approche d'autorégulation face à l'entreprise, ça va bien aller, ils nous ont déposé des plans de sécurité, tout est bien. Et ils ont aussi une approche basée sur le risque. Bien, une approche basée sur le risque, ça veut dire qu'on intervient après et non pas avant les événements. Alors, il est grandement temps que Transport Canada se rapproprie ses responsabilités et qu'un gouvernement fédéral soit le chevalier qui veille à faire en sorte que ces accidents-là ne se reproduisent pas. Est-ce qu'on pourra tous les éliminer? Peut-être pas, mais très certainement, on peut faire diminuer la courbe de façon importante en priorisant la surveillance et l'autorégulation. On bannit ça pour remettre les inspecteurs en grand nombre. Regardez la croissance des transports dans le ferroviaire et regardez la croissance de l'embauche chez les inspecteurs qui ont comme mandat de vérifier la qualité de nos infrastructures et vous allez voir que le bas blesse immédiatement. Alors, vivement cette enquête publique, non seulement pour qu'on fasse la lumière sur tout ce qui passait autour de la tragédie de Lac-Mégantic, mais aussi pour que ça devienne un phare, c'est-à-dire que ça puisse servir aux suivants pour éviter la tragédie suivante. Merci. Alors, est-ce que Bruce, tu voudrais rajouter quelque chose en anglais? Ou... Ça va? Je vais laisser la parole à Bruce quelques instants. S'il y a des questions, parfait. S'il y a le temps pour le faire, je suis disponible. I can do it in English for the English media too. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Goyer de Radio-Canada. Madame Posé, qu'est-ce qu'une enquête, comme ça, l'enquête publique va amener de plus sur ce qu'on sait déjà sur l'industrie ferroviaire au Canada puis sur la tragédie de Lac-Mégantic? Alors, une commission d'enquête publique, ça implique des commissaires indépendants, ça c'est important, qui vont faire une enquête sur les causes, le pourquoi de ça, puis après ça, qui vont amener des recommandations. Alors, c'est ça qu'on n'a pas. Les causes profondes de cette tragédie-là, on ne les a pas actuellement. Donc, c'est d'aller analyser ça, de recevoir des témoins, d'analyser, puis après ça, de faire des recommandations. C'est ça, une commission d'enquête publique, ce qui n'a pas été fait. Vous, Émilie Bergeron, Agence QMI, vous l'avez mentionné plusieurs fois dans votre exposé que c'est pas la première fois qu'une commission d'enquête est demandée. Les autres tentatives n'ont pas porté fruit, visiblement.
avez-vous espoir que cette fois, vous allez être entendu, qu'il va y avoir une commission d'enquête déclenchée? Écoutez, je pense qu'on va faire le supplice de la goutte d'eau avec le gouvernement. On va revenir tant et aussi longtemps qu'on ne l'aura pas. Et une chose importante aussi pour nous, c'est que le rapport du BST sur lequel le ministre s'appuie actuellement, bien, ce rapport-là a été adouci, il a été édulcoré. Et c'est ce que nos deux auteurs qui sont ici ont réussi à trouver. En avril 2014, il y a eu 3 rapports différents et en août, a eu le rapport qui a été rendu public. Mais ce rapport-là, il a été adouci parce qu'il y a eu des pressions qui ont été faites, des pressions politiques, des pressions de l'industrie. C'est ce que les auteurs ont mis à jour. Alors, c'est pour ça qu'une commission d'enquête publique, ça s'impose et que nous allons continuer contre vents et marées à réclamer cette commission d'enquête publique tant et aussi longtemps qu'on ne l'aura pas. L'Assemblée nationale, vous l'avez mentionné, a exigé la tenue d'une enquête publique l'année dernière, en 2018. Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour déposer une pétition, finalement? Des pétitions, il y en a eu plus qu'une de déposées. Je peux peut-être laisser la parole à M. Bellefleur, qui en a parti plusieurs. Peut-être juste pourquoi, à ce moment-ci, on sait, on va en élection. Est-ce que vous espérez, finalement, que les partis fassent cette promesse dans la plateforme? Alors, des pétitions, c'est la 3e qui a lieu sur le même sujet. Donc, on continue à marteler le clou. Maintenant, oui, il y a une période électorale et on aimerait beaucoup que ça fasse partie des engagements du futur gouvernement de déclencher une commission d'enquête publique. Et puis, on le sait, le Québec est contre les pipelines. Pour l'instant, le pétrole est transporté par train. C'est quoi la solution, finalement? Quel est le mode de transport qui devrait être privilégié? Je ne sais pas si la Coalition des citoyens voulait se prononcer à ce sujet-là. La Coalition des citoyens. C'est ça. Même le transport par pétrole a augmenté par voie ferroviaire. Or, le Québec refuse d'avoir des pipelines. Alors, comment est-ce qu'on devrait transporter ce pétrole-là? Je vais d'abord répondre un petit peu à la question qui a été soulevée tout à l'heure, à savoir pourquoi on n'a pas encore obtenu d'enquête publique indépendante. Il faut comprendre que le gouvernement est imparti dans ce drame-là par Transport Canada. Lorsqu'on lit le rapport du BST sur l'accident, il y a beaucoup de blancs qui s'adressent au laxisme de Transport Canada dans la gestion et dans la surveillance des compagnies ferroviaires. Et on se rappelle aussi que le gouvernement de M. Trudeau, en 2015, lors du budget, a versé secrètement 75 millions de dollars au recours collectif. M. Garneau avait été interpellé là-dessus. « Ah, c'est juste par solidarité qu'on le fait. » Non, c'est parce qu'on craignait des poursuites. Alors, quand un gouvernement est jugé parti dans une problématique, je pense qu'il essaie d'éviter de déclencher une commission d'enquête publique. Et nous, on veut le forcer à le faire. Et je pense que la venue de la prochaine campagne électorale nous permet aussi encore de le demander. Vous avez dit le budget de 2015? Oui. Lorsqu'ils ont été portés au pouvoir, c'était en... Ils ont été portés au pouvoir en 2015. Leur premier budget est en 2015. Le premier budget qu'ils ont présenté, c'est une étudiante de Bruce Campbell qui a trouvé ça dans les documents administratifs budgétaires. Un 75 000 pour règlement hors cours. 75 millions, excusez. Puis, finalement, si cette commission d'enquête publique va de l'avant, est-ce que vous espérez peut-être réouvrir les procédures judiciaires contre les employés qui ont été acquittés, finalement? On sait qu'une commission d'enquête ne peut pas ne peut pas amener des gens au niveau criminel. Là. Ce qui importe actuellement, c'est d'améliorer la loi et toute la réglementation de la sécurité ferroviaire. Il y a beaucoup ces règlements-là, ils sont écrits par l'industrie elle-même. C'est l'Association des chemins de fer du Canada qui écrit les règles, qui sont après ça acceptées par Transport Canada sans beaucoup de pouvoir de négociation là-dessus. Là. Donc, il faut renverser la vapeur. Il faut redonner à Transport Canada son vrai rôle de chien de garde de la sécurité ferroviaire. C'est pas aux compagnies de gérer la sécurité comme ils le font actuellement. C'est à Transport Canada de voir à ça. Et regardez ce qui se passe sur nos rails actuellement, c'est quand même assez considérable. À savoir, deuxième point que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est-tu mieux de transporter du pétrole par oléoduc ou par train? Je vais vous répondre. Les deux moyens nous semblent actuellement déficients. Nos oléoducs y fuient. J'ai vu même une recherche assez approfondie sur le sujet. Les vieux oléoducs de 40 ans ont moins de fuites que les nouveaux qui ont été construits au cours des 10 dernières années.
On importe notre acier de l'extérieur, des pays asiatiques. Est-ce qu'on a la même qualité je ne sais pas, là. Mais nos pipelines, ils fuient. Donc, on ne peut pas être d'accord avec le transport du pétrole dans des tuyaux qui fuient. On ne peut pas être d'accord à transporter du pétrole dans des trains dont premièrement, les fameux DOT 117 du ministre Garneau qui a vanté les mérites. À Saint-Lazare, là, en Manitoba, c'était des DOT 117 qui ont déversé 1 million de litres de pétrole. Solution. La solution, c'est de renforcer la loi sur la sécurité ferroviaire. Et si le choix des Canadiens va vers les oléoducs, c'est d'avoir au moins des oléoducs sécuritaires à double paroi, qui ne fuient pas ou qu'on va détecter plus tôt que d'une semaine après le déversement. Donc, que l'industrie développe des moyens beaucoup plus sécuritaires parce que c'est avec la sécurité de la population qu'on est actuellement en train de jouer. Et vous devez avoir une préférence, non? Entre un train qui passe dans plusieurs municipalités et puis un oléoduc qui, oui, aussi passe par des municipalités, mais sous la terre. C'est la meilleure solution, à votre avis? Actuellement, je ne peux privilégier aucune des deux solutions, compte tenu des risques qu'ils présentent toujours. Si jamais on m'arrive avec une technologie beaucoup plus efficace, beaucoup plus assurée, on réévaluera le dossier. Mais de part et d'autre, rien n'est sécuritaire actuellement avec le pétrole au Canada. Si je peux me permettre un ajout. Oui. Si je peux me permettre juste un petit ajout, cette question-là nous est posée à de multiples raisons, comme s'il y avait un choix entre les deux. Les deux choix sont mauvais. La question qui devrait être posée, ou la solution qui devrait être à poser, c'est quand est-ce qu'on sort de l'industrie pétrolière? Ce ne sera pas demain matin, on en est tous conscients. Mais cette transition énergétique vers des énergies vertes, elle doit s'amorcer demain matin. Est-ce que les gens auront le loisir d'observer dans les différentes plateformes lors de la campagne électorale quelle est la proposition qui nous permet de sortir de ce dilemme cartésien où il n'existe aucune bonne réponse? Mais quand on sortira du pétrole, la question sera résolue et ça peut commencer demain matin. Peut-être, je sais pas si... Je prends la parole. Je suis désolée que je suis en retard, mais je suis ici avec mes collègues avec le même message. On doit avoir une enquête pour le lac mégantic. Il reste les questions clés, les questions qui continuent de menacer la vie des les citoyens de lac mégantic. Et le Parti vert appuie l'appel ici qui était apporté par Mme Posé du Bloc québécois. Je suis tout à fait en accord avec aussi mes collègues écolos. J'avais juste une dernière question. Il n'y a pas juste le pétrole en tant que tel qui est transporté sur... Il y a de l'acide sulfurique. Chez nous, il passe là, du chlorate de sodium. C'est un chlore tellement concentré qu'on blanchit le papier dans les papetières. Il nous en passe en moyenne, à chaque nuit, là, une douzaine de citernes avec du gaz propane, de l'acide sulfurique, de l'essence automobile avec éthanol. Et puis, j'ai vu aussi, dernièrement, aussi d'alcool de bois. Donc, c'est 10 fois plus dangereux que ce qui a explosé le CHBI à Lac-Mégantic. Alors, c'est pas juste le pétrole qu'il faut regarder au niveau du transport ferroviaire, c'est l'ensemble des matières qui servent à l'industrie. Dans le passé, le train emmenait la vie dans nos villages, dans nos villes, le blé, les animaux, les passagers, tout ça. Aujourd'hui, les camions ont pris la relève, les automobiles aussi, et on transporte actuellement des matières hautement dangereuses sur des réseaux qui ne sont pas sécurisés et qui ont été... Les réseaux ferroviaires, là, ils n'ont pas été modernisés depuis début de 1900. C'est encore le même style. On va en Europe, on voit des voies ferrées sur des dormants en béton. On voit des couloirs de sécurité. Ici, on est encore pris avec des rails qui datent du siècle dernier, avec des locomotives qui sont souvent en piètre état aussi. Donc, c'est l'ensemble du transport de matières dangereuses qu'il faut considérer. Donc, avant, les trains transportaient la vie, maintenant, ils transportent la mort. C'est ce que vous entendez? Effectivement, je vous fais pas dire. Et juste une dernière question rapide. Est-ce que vous avez demandé une rencontre avec M. Garneau ou c'est quand la dernière fois que vous l'avez rencontré à ce sujet-là? Non, on n'a pas demandé une rencontre récemment à M. Garneau. On l'a rencontré depuis le début du dossier. On l'a rencontré à 4 reprises. On l'a rencontré à Montréal. On l'a rencontré à Lac-Mégantic, qui est venu faire des séances d'information, nous parler de la voie de contournement, qui est un dossier qui est encore aussi pas facile non plus, là. Parce qu'imaginez-vous, M. Garneau est prêt à dépasser 133 millions de dollars pour relocaliser la voie de contournement à l'extérieur de Lac-Mégantic, mais il ne veut même pas régler le problème principal dont est responsable la tragédie,
le triage de stationnement des wagons, l'option, c'est encore de trier et de stationner des wagons à Nantes et à Vachon, en haut des pentes. Donc, on va dépenser 133 millions, mais on ne règle pas le problème principal. On y a soumis un projet à M. Garneau récemment, l'ensemble, la MRC, la Ville de Lac-Mégantic, Nantes, Frontenac, des industriels, pour que le triage se fasse en bas des pentes dans le parc industriel sur le plat. M. Garneau a dit, je vais y changer. Si les coûts sont raisonnables, je vais en discuter avec la compagnie. Son attitude. Comment est-ce que vous qualifiez son attitude depuis 4 ans? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Lors de la tragédie des 737 MAX, qui est le dernier ministre des Transports au monde qui a collé les avions au sol avant les États-Unis? On a un ministre qui n'est pas proactif, on a un ministre qui est réactif. Regardez Lac-Mégantic, la cause de la tragédie mégantique, un train mal sécurisé en haut d'une pente avec un nombre de freins insuffisant. Au mois de février, à Field, même scénario. Un train stationné en haut d'une pente, mal sécurisé, pas assez de freins. Là, il a sorti un arrêté ministériel. Là, il veut obliger les compagnies de chemin de fer à mettre en plus des freins à main. Les compagnies de chemin de fer, CP, CN, le relance en cours à la Cour du transport. Ils contestent la décision du ministre là-dessus. Donc, on a un ministre qui n'est pas en amont, plus en aval, je pense. Et il faut absolument pour Lac-Mégantic, il y a un devoir de faire une commission d'enquête publique et puis de construire une voie de contournement qui va être sécuritaire. Avant de terminer, M. Bellemare, si je peux me permettre sur un autre sujet, vous avez bien connu Régent Hébert. Qu'est-ce que vous pensez de son flirt avec le Parti libéral du Canada? Écoutez, M. Hébert, j'ai été attaché politique de M. Hébert, et puis c'est un homme de vision. C'est un homme qui veut révolutionner le domaine de la santé. Quand il est allé en politique à Québec, c'était pour le développement du projet d'assurance autonomie, de permettre à chacun des Québécois d'avoir la liberté de choisir là où il veut vieillir, à domicile, en résidence privée ou en CHSLD. Donc, une allocation qui permettrait aux Québécois de choisir où ils veulent. Là, actuellement, au Québec, là, si on regarde par rapport aux autres provinces canadiennes, il y a 18 des Québécois qui sont obligés d'aller en résidence privée faute de services adéquats en soins à domicile, alors que c'est 6 dans le reste du Canada. Donc, M. Hébert, je pense qu'il y a une vision d'ensemble pour la nation. Peu importe le parti pour lequel il se présente, il veut réformer parce qu'avec le vieillissement de la population, on le sait, on approche les 12 on va faire éclater notre réseau de la santé. Pourquoi? Parce que nos problèmes de maintien à domicile ne sont pas réglés à domicile, sont réglés dans des urgences. Ils encombrent les urgences. On fabrique des personnes âgées en perte d'autonomie en les hospitalisant. Donc, moi, je pense que M. Hébert, s'il se présente pour le Parti libéral, c'est dans l'optique, vraiment, d'amener une grande réforme au Canada par rapport aux soins à domicile. Ça ne vous surprend pas qu'un ancien ministre péquiste songe à se présenter pour le Parti libéral du Canada? Mais écoutez, je pense qu'il y a des hommes qui vont en politique pour des causes. Et M. Hébert va en politique pour des causes. Et puis, il prend... Si c'est le Parti libéral qui l'a approché, puis s'il dit... Je ne sais pas s'il a accepté, là. Je pense qu'il est en réflexion. C'est ça. Puis tout ce que je peux rajouter, effectivement, on reconnaît que M. Hébert est un homme de vision, est un grand homme. Et nous autres, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de poursuivre sa réflexion. Parce que là, il est souverainiste et il va se présenter, dans le fond, contre un souverainiste du Bloc québécois. Alors, on trouve ça un petit peu dommage. Fait qu'on dit à M. Hébert, réfléchissez encore, prenez, de ne pas faire d'erreur, parce que pour nous, ce serait une erreur de s'en aller du côté libéral. On le sait, on est ici depuis 4 ans, puis faire bouger ce navire-là, c'est pas loin d'être impossible. La marche est haute. Alors, on dit à M. Hébert, continuez votre réflexion, pensez-y bien, et autant que possible, restez avec nous.